obscurité totale. Vous ne pouvez pas bouger les bras. Vous ne pouvez pas bouger les doigts. La neige s'est tellement tassée autour de votre poitrine que vous ne pouvez pas dilater votre cage thoracique pour prendre une seule inspiration. Mais vous êtes complètement conscient. Votre esprit fonctionne très bien. Vous pouvez penser, vous pouvez tout ressentir. Vous savez exactement ce qui arrive à votre corps et exactement comment cela se termine. Vous êtes simplement complètement impuissant à l'arrêter. Un homme dans cette vidéo a d'une manière ou d'une autre survécu à tout cela. Il a passé 5 heures à fabriquer une corde avec rien d'autre que ses dents et une main valide, et il est arrivé à seulement 15 cm des mains tendues de l'équipe de secours. Et quelque chose d'aussi petit, d'aussi stupide, d'aussi facilement réparable l'a stoppé net. Dans chacune des histoires de cette liste, l'avalanche n'était même pas la pire partie. Bienvenue dans l'extrême. Oubliez ce que les films vous ont appris sur la neige. Une avalanche n'est pas une vague douce dont on peut s'extraire en nageant. C'est des millions de kilos d'énergie cinétique qui accélèrent jusqu'à 130 km/h, transportant la force d'impact d'un train de marchandises lancé à toute vitesse. Si l'impact ne vous brise pas la colonne ou n'écrase pas votre crâne contre les rochers, les conséquences s'en chargeront. À l'instant où les débris glissants cessent de bouger, la friction intense les comprime et les regèle instantanément. Cela vous enferme dans une tombe noire de glace solide, comprimée si fortement contre votre poitrine que vous ne pouvez littéralement plus gonfler votre cage thoracique pour prendre la moindre inspiration. Aujourd'hui, nous disposons de prévisions d'avalanche très sophistiquées. Des experts creusent des tranchées pour évaluer la stabilité du manteau neigeux, surveillent les accumulations d'use au vent et publient des niveaux de danger stricts. Les alpinistes modernes savent qu'il faut être attentif aux bruits sourds caractéristiques d'une couche de neige qui s'effondre ou aux fissures qui se propagent dans la glace. Même avec les avertissements actuels, certaines avalanches peuvent survenir sur place, de façon imprévisible. Vous verrez ce que je veux dire en continuant à regarder. Mais la première avalanche de la liste s'est produite le 22 juillet 1936. Il n'y avait pas de bulletin quotidien, pas de radar satellite et pas de balise d'avalanche. Tony Kurtz n'était pas un alpiniste comme les autres. À 23 ans, il était déjà l'un des alpinistes les plus talentueux d'Allemagne, à une époque où l'alpinisme était animé par une fierté nationale intense. Pouvez-vous imaginer lever les yeux vers une paroi verticale de 1800 mètres faite de glace noire et de calcaire, un endroit si mortel qu'on l'avait littéralement surnommé le mur de la mort, et décider que vous vouliez être le premier à le conquérir? C'est exactement ce que Tony et son partenaire d'escalade allemand, Endurle Hinterstoisser, ont décidé de faire sur la face nord de l'Eiger dans les Alpes suisses en 1936 ans. Et ils n'étaient pas seuls. Pendant qu'ils étaient sur la montagne, les deux Allemands ont uni leurs forces à celles de deux alpinistes autrichiens d'élite, Willi Angerer et Eddie Rainer. Laissant de côté leur rivalité nationale, ces 4 hommes se sont encordés pour affronter le mur de la mort en équipe. À leur décharge, les 4 étaient des alpinistes exceptionnels et leur premier progrès sur la face montrait exactement pourquoi ils croyaient pouvoir y arriver. Très tôt, Andrel a résolu un problème clé auquel personne n'avait de réponse. Vous voyez, escalader une montagne comme l'Eiger n'est pas une ligne droite vers le sommet. Il faut suivre les chemins naturels, les fissures et les vires. Et le chemin qu'ils avaient suivi jusqu'à la partie inférieure de la montagne s'est soudainement retrouvé dans une impasse. Au-dessus, il n'y avait que de la roche lisse et en surplomb, totalement impossible à escalader. La seule façon de poursuivre leur ascension vers le sommet était d'atteindre une immense pente praticable appelée le premier champ de glace. Mais ce passage n'était pas juste au-dessus d'eux, il était bien décalé sur le côté. Et juste entre eux et ce prochain passage se trouvait une dalle de calcaire glacée et verticale que personne ne savait comment franchir. Elle n'avait ni prise pour les mains, ni appui pour les pieds. Si vous essayiez de marcher dessus, vous glisseriez simplement de la roche et tomberiez de plusieurs milliers de mètres. Mais Andrel a trouvé une faille. Juste à côté de cette dalle lisse, il y avait une minuscule fissure verticale dans la roche. Au lieu d'essayer de traverser, Andrel est monté. Il a coincé ses doigts et ses bottes dans cette fissure étroite et a grimpé péniblement tout droit le long du mur jusqu'à se retrouver bien au-dessus de la section impossible. Ensuite, il a enfoncé un piton métallique dans la roche, y a passé sa corde, puis s'est redescendu en rappel. Maintenant, avec la corde solidement ancrée bien au-dessus de lui, il pouvait pencher tout le poids de son corps au-dessus de l'abîme. En utilisant la tension de la corde, il a couru de côté sur la glace lisse, se balançant comme un pendule jusqu'à ce que ses bottes atteignent enfin une corniche sûre de l'autre côté.
Une fois qu'il eut traversé, il tira la corde bien tendue et fixa son extrémité. Maintenant, l'équipe disposait d'une ligne de vie horizontale qui franchissait l'écart impossible. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de saisir cette corde raide, de pencher leur poids du corps en arrière au-dessus d'un vide de 600 mètres et de glisser leurs pieds de côté sur la glace lisse en se tirant le long de la corde, une main passant devant l'autre. C'était brillant et ça a marché. Après avoir franchi cette section, autrefois infranchissable, et gravi plus haut, ils ont remonté les cordes avec eux. C'était l'habitude, car on ne laisse pas son matériel sur la montagne. Ils n'avaient aucune idée que cela leur coûterait la vie, car en montant, ils ont vite compris pourquoi la face nord est appelée le mur de la mort. En raison de sa forme concave massive, l'Eiger agit comme un immense gant de receveur pour toute tempête traversant les Alpes, créant littéralement son propre microclimat violent. La roche elle-même est un calcaire friable. À mesure que l'humidité s'infiltre dans les fissures et gèle, la montagne se fracture constamment, déclenchant des chutes de pierres soudaines qui dévalent à la paroi comme des tirs d'artillerie de façon aléatoire. Et la neige abondante, ainsi que les chutes de pierres instables, font que le manteau neigeux sur la partie supérieure de la paroi est chargé et instable. En d'autres termes, des conditions parfaites pour une avalanche. Au moment même où Kurtz et les autres progressaient à plus haut sur la face nord, une pierre est tombée et a frappé Willy Angerer en pleine tête, provoquant une blessure grave. Et tout d'un coup, toute la mission a changé. Oubliez le sommet. Le seul objectif maintenant était de ramener Willy vivant de cette montagne. Ils ont alors fait demi-tour et commencé à lutter pour redescendre. Et je dois préciser que ce n'était pas une retraite ordonnée et calme, car au moment où ils ont entamé leur descente, une énorme tempête de neige localisée a englouti la montagne. Les températures ont chuté de façon significative. Le vent hurlait si fort qu'il devenait une force physique, lourde, essayant activement de les arracher de la paroi rocheuse. Chaque pas était un combat. Ils devaient lutter rien que pour soulever une botte gelée, plaquer tout leur corps contre les rafales soudaines et violentes qui tentaient de les arracher de la paroi et de les précipiter en bas de la montagne. Et ils devaient refaire cela encore et encore, tout en essayant de soutenir Willy, dont la blessure à la tête le rendait de plus en plus faible à chaque minute. À travers cet enfer absolu, ils ont réussi à redescendre jusqu'à cette dalle de calcaire qu'Andrel avait repérée lors de la montée. Et c'est là qu'ils ont rencontré un problème auquel personne ne s'était préparé. Voyez-vous, la seule raison pour laquelle ils avaient pu faire cette traversée au départ, c'était grâce à une corde fixe. Elle leur offrait un point d'appui, quelque chose pour supporter leur poids en traversant la glace. Enlevez la corde et vous ne pouvez pas simplement retraverser une plaque de glace presque verticale sans rien à quoi vous accrocher. Ça ne marche pas comme ça. Et cette corde avait disparu. En fait, c'est eux-mêmes qui l'avaient remontée. Pouvez-vous imaginer être debout sur un mur gelé en pleine tempête de neige qui empire de minute en minute, regarder le seul chemin pour rentrer et réaliser que c'est à cause de vous qu'il a disparu. Mais il devait tout de même trouver comment descendre. Ondrel a tenté désespérément d'avancer centimètre par centimètre. Mais sans cette corde fixe à laquelle se tenir, c'était physiquement infranchissable. Pris au piège dans le blizzard aveuglant et avec l'état de Willy qui empirait de minute en minute, la seule option désespérée qui leur restait était de descendre en rappel directement le long de la face verticale et très exposée de la montagne en espérant trouver une corniche. Maintenant, pour bien comprendre ce qui va se passer ensuite, souvenez-vous que nous sommes en 1936. Ils n'avaient pas les harnais d'escalade modernes et rembourrés actuels, qui répartissent le poids en cas de chute. À l'époque, un harnais était littéralement juste une corde épaisse en chanvre tressée, attachée directement autour de votre poitrine ou de votre taille et reliée à un simple mousqueton métallique étroit. Alors imaginez-vous cela si vous pouvez. Le pont de corde horizontale avait disparu, mais les 4 hommes restaient attachés ensemble depuis le début de l'ascension. Parce qu'en alpinisme de groupe, vous avez aussi une corde d'escalade personnelle. C'est la ligne de vie qui relie directement tous les grimpeurs les uns aux autres. Donc, si une personne tombe, les autres peuvent la rattraper. C'étaient 4 hommes épuisés, gelés et atteints de gelure qui descendaient en rappel sur une paroi de glace presque verticale en pleine tempête de neige. Avec rien entre eux et une chute de 600 mètres, si ce n'est la corde primitive et continue qui reliait leur corps et ces petits mousquetons étroits. Et à ce moment précis, la pire chose qui puisse arriver sur une montagne comme celle-ci s'est produite. Un grondement sourd et profond commença à vibrer à travers la roche sous leurs bottes, suivi instantanément d'un bruit semblable à celui d'un train de marchandises fonçant droit sur eux hors du brouillard.
Bien au-dessus d'eux, le blizzard avait surchargé un couloir raide et étroit et une énorme plaque de neige s'était détachée, déclenchant une avalanche massive. Elle dévala Liger à la vitesse d'une voiture sur l'autoroute et percuta la cordée avec une violence absolument écrasante. Ondrel, à ce moment-là, n'était momentanément pas assuré parce qu'il essayait d'installer le prochain rappel. Il n'a eu aucune chance. La force cinétique pure du mur de glace l'a complètement arraché à la paroi. Il a chuté de plusieurs milliers de pieds directement vers sa mort. Mais encore une fois, ils étaient tous attachés à la même corde de chanvre, donc tout son poids est devenu une ancre massive et violente tombant dans l'abîme. Alors qu'il tombait, Willy Angerer, le grimpeur suivant directement relié à lui, a été tiré avec une telle vitesse terrifiante qu'il a été projeté la tête la première contre la paroi rocheuse, mourant sur le coup. Au-dessus d'eux se trouvait Eddie Rayner. Maintenant, la corde reliant ces grimpeurs était passée dans un anneau métallique enfoncé dans la roche, bien au-dessus de la tête d'Eddie. Donc, lorsque les deux hommes sont tombés, leur poids mort a agi comme une poulie et a violemment projeté Eddie vers le haut avec une force terrifiante. Son corps s'est écrasé directement contre l'ancrage métallique dans la paroi et cette corde de chanvre primitive s'est resserrée si violemment autour de sa poitrine qu'elle a instantanément écrasé son diaphragme contre ses côtes. Il ne pouvait plus gonfler ses poumons pour prendre la moindre inspiration. En quelques minutes, il a suffoqué. Par pur hasard, Tony était attaché à la corde juste entre Eddie au-dessus de lui et Willy en dessous de lui. Lorsque l'avalanche a frappé, l'énorme vague de neige a complètement renversé Tony et l'a projeté en arrière dans le vide. Parce qu'il a été projeté vers l'extérieur, il ne s'est pas écrasé contre le calcaire solide comme Willy, et comme il n'était pas celui qui se trouvait en haut et supportait tout le poids de l'équipe, sa poitrine n'a pas été écrasée contre le piton métallique comme celle d'Eddie. À la place, la corde s'est simplement tendue brusquement et l'a attrapé en plein vol. Sa position précise sur la corde lui a sauvé la vie, du moins pour l'instant. En l'espace de quelques secondes terrifiantes, le grondement assourdissant de l'avalanche s'est estompé, ne laissant plus que le vent hurlant de la tempête de neige, 3 hommes morts et Tony. Il était vivant, mais dans un état terrible suspendu à des milliers de mètres dans les airs, seul dans un harnais de corde avec 3 coéquipiers morts toujours attachés à la même corde que lui. Malgré cela, Tony a survécu à la nuit d'une manière ou d'une autre. Au matin, une équipe de secours s'était mobilisée. Et étrangement, ils sont en fait arrivés de l'intérieur de la montagne. Des décennies plus tôt, les Suisses avaient en fait creusé un tunnel pour un train touristique directement à travers la roche solide de Liger. Ils ont même creusé des fenêtres d'observation directement dans la face nord pour que les passagers puissent admirer en toute sécurité la chute vertigineuse. L'équipe de secours a pris ce train pour monter la montagne, est sortie directement par l'une de ces fenêtres touristiques et a mis le pied sur la redoutable face nord. Ils ont découvert qu'ils se trouvaient à environ 45 mètres directement sous Tony, assez près pour l'entendre, assez près pour lui crier. Mais il y avait un gros problème. Oui, ils étaient proches, mais juste entre eux se trouvait une énorme fissure surplombante, remplie de glace, totalement impossible à escalader. Les sauveteurs ne pouvaient pas le rejoindre. Si Tony voulait survivre, il allait devoir se laisser descendre jusqu'à eux. Mais Tony était dans un état terrible. Durant la nuit, il perdit un gant dans la tempête de neige. Son bras gauche était gravement gelé et complètement inutilisable, et ses bottes étaient emprisonnées dans des blocs de glace solides. Pire encore, il souffrait d'un grave traumatisme de suspension. Parce qu'il était simplement suspendu dans cette sangle de corde rudimentaire, le harnais lui coupait la circulation. Le sang dans ses jambes s'accumulait et devenait toxique, et la pression constante sur sa poitrine l'étouffait lentement. Pour redescendre, Tony a accompli ce qui est encore considéré comme l'un des exploits d'endurance les plus surhumains de l'histoire de l'escalade. D'abord, en utilisant un couteau avec ses dents et sa seule main valide, il a réussi à détacher le corps de Willy. Ensuite, avec très peu d'énergie restante, il a grimpé sur la corde gelée jusqu'à Eddie, s'est libéré, puis a entrepris la tâche impossible de dénouer les brins individuels de sa grosse corde en chanvre. Pendant 5 heures éprouvantes, il a patiemment démêlé les fibres gelées avec ses dents et sa seule main valide, les nouant bout à bout pour créer une ficelle suffisamment longue pour la faire descendre jusqu'au sauveteur. Lorsqu'il a finalement abaissé cette corde de fortune, les guides de secours y ont attaché une nouvelle corde d'escalade solide afin que Tony puisse la remonter et descendre en rappel vers la sécurité.
Mais en bas, les sauveteurs ont rencontré un autre problème. Leur corde d'escalade était légèrement trop courte pour atteindre la distance nécessaire. Alors, pour qu'elle soit assez longue, ils ont rapidement noué 2 cordes ensemble, laissant un gros nœud de jonction en plein milieu de la corde. Tony a tiré la lourde corde vers le haut, s'y est attaché et a enfin commencé sa descente. Centimètre par centimètre, il glissait le long de la paroi gelée et abrupte. Il s'est approché si près que ses bottes suspendues n'étaient littéralement qu'à quelques centimètres des mains tendues des guides de secours. Il pouvait que le regarder dans les yeux. Il lui disait qu'il était en sécurité. Alors qu'il descendait, le nœud où les sauveteurs avaient attaché les 2 cordes ensemble a finalement atteint un petit mousqueton métallique sur son harnais et il s'est coincé. Parce que tout le poids du corps de Tony était suspendu à la corde, le nœud a été tiré incroyablement fort, se transformant en un bloc de glace solide. Et dans les années 1930, ces mousquetons d'escalade étaient très petits. Il n'y avait tout simplement aucun moyen pour un nœud aussi épais de passer à travers ce minuscule anneau métallique. Aujourd'hui, les sauveteurs disposent d'outils spéciaux pour soulever le poids d'un grimpeur et débloquer facilement un nœud coincé comme celui-ci. Mais Tony n'avait rien de tout cela. Il ne lui restait que sa force, déjà épuisée. Pendant ce qui sembla une éternité, l'équipe de secours regarda impuissant Tony lutter pour sa vie. Utilisant ses dents et sa seule main valide, ensanglantée, il tenta désespérément de faire passer le nœud gelé à travers le mousqueton, mais c'était totalement inutile. Le nœud était tout simplement trop gros et l'ouverture trop petite. Épuisé, transi de froid, et regardant les hommes qui étaient littéralement assez proches pour toucher ses chaussures, Tony arrêta de se battre. Il baissa les yeux vers les guides, prononça « Je ne peux plus continuer » et s'affaissa lentement vers l'avant dans son harnais. Et c'était la fin. Mourir sur une montagne est une chose, mais la façon dont Tony Kurtz a perdu la vie est particulièrement bouleversante. Il n'a pas été emporté par la force, il est simplement mort de froid, suspendu dans les airs, à quelques centimètres seulement des mains chaudes de l'équipe de secours. Tony a survécu à l'impact initial de cette avalanche, mais c'est cette vague massive de neige qui a anéanti son équipe et en fin de compte scellé son destin. Ce qui est terrifiant avec les avalanches, c'est qu'elles se moquent de l'époque à laquelle vous appartenez ou de votre incroyable talent. Parce que si vous étiez là à la fin des années 80 et que vous vous intéressiez au snowboard, Craig Kelly était forcément un nom incontournable. Craig était le visage de ce sport. Avec 4 titres de champion du monde de snowboard et 3 titres de l'US Open, il a gagné tout ce qu'il était possible de gagner. À une époque où les stations de ski interdisaient littéralement les snowboarders sur leurs pistes et traitaient ce sport comme un problème à éviter, Craig Kelly remportait toutes les compétitions existantes et le faisait avec un style dont il était très difficile de détourner le regard. Puis, au sommet absolu de sa carrière, il a complètement quitté la compétition. Il s'est tourné vers le hors-piste et est devenu le premier snowboarder jamais accepté dans le programme de certification des guides de montagne du Canada. Le même programme qui forme les guides alpins les plus techniquement complets du continent. En janvier 2003, Kelly avait 36 ans et il était presque au terme de cette certification. Tout ce qu'il lui restait à faire, c'était d'accumuler encore quelques heures de pratique sur le terrain sous la supervision d'un maître guide. Donc, en janvier 2003, il a choisi de faire un stage sous la supervision du guide suisse respecté Rudy Beglinier. Et le 20 janvier, Craig se trouvait au glacier du Renne, dans les montagnes Selkirk, très enneigées de la Colombie-Britannique. Il agissait comme guide stagiaire pour un groupe de 21 personnes, et leur objectif ce jour-là était de gravir un sommet appelé Frono. Rudy avait déjà emprunté cet itinéraire des dizaines de fois sans incident. Ce même matin, l'Association canadienne des avalanches avait évalué le risque d'avalanche dans cette zone comme considérable. Pour être juste, considérable n'est pas la pire évaluation, mais cela signifie qu'il y a de la neige instable et que le poids d'une seule personne traversant la mauvaise pente peut suffire à déclencher une avalanche. Rudy a vu le bulletin, mais 3 jours plus tôt, il avait creusé une fosse de test sur une pente voisine et n'avait rien trouvé d'alarmant. La neige lui semblait, selon ses propres mots, super solide, super rassurante. Vous pouvez donc deviner à quel point il a pris cet avertissement au sérieux. Il n'était pas non plus abonné au réseau privé, où les guides des sommets voisins signalaient voir de la neige tomber à des endroits où on ne s'y attendait pas. Et des avalanches naturelles se déclenchaient sur des pentes de la même inclinaison que celle que Rudy s'apprêtait à gravir. Alors le groupe est parti, mais environ 2 heures plus tard,
le temps a changé et la visibilité a chuté. Des vents violents et une faible visibilité ont amené Rudy à envisager une alternative intelligente et raisonnable. Au lieu de continuer, le groupe irait vers un endroit plus abrité à proximité appelé la Traviata. Il y avait skié des centaines de fois. Les hautes parois du couloir les protégeraient du vent. C'était parfaitement logique. Mais en s'approchant de la Traviata, ils sont arrivés directement sur un dépôt d'avalanche récent qui coupait leur chemin. Je parle de blocs de neige, certains de la taille de petites voitures, éparpillés sur la montagne. Pour tout skieur de randonnée, voir des débris d'avalanche fraîche, c'est la montagne qui vous crie littéralement de faire demi-tour. C'est une preuve absolue et indéniable que le manteau neigeux à cet endroit précis est en train de céder. Vous êtes probablement en train de regarder ça en vous demandant pourquoi diable n'ont-ils pas simplement tout rangé et sont-ils rentrés chez eux sur le champ? Mais la psychologie humaine en montagne est quelque chose de très dangereux. Quand vous suivez un guide principal qui a déjà descendu exactement ce couloir des centaines de fois, vous lui faites entièrement confiance. Vous pensez qu'il perçoit quelque chose que vous ignorez. Alors, lorsque Rudy a évalué les débris, a déterminé que la pente au-dessus était toujours sûre et a continué à grimper, le groupe de 21 personnes l'a suivi sans poser de questions. À 10h35, ils étaient dans la Traviata Ouest couloir même. C'est cette étroite gorge, resserrée à la base et plus large au sommet, façonnée par la nature pour canaliser tout ce qui se détache d'en haut directement vers le bas, sans aucune échappatoire. La bonne décision était de passer une personne à la fois. Mais Rudy avait déjà skié ce couloir des centaines de fois, alors il a envoyé les 21 personnes en même temps, espacées de 2 mètres, avec Craig en avant-dernier. Pendant un petit moment, tout semblait aller bien, mais à 10h45, un craquement soudain et assourdissant a résonné à travers la vallée alors qu'une énorme plaque de neige s'est fracturée juste au-dessus du groupe. Et ce n'était pas juste un petit écoulement. 19 000 tonnes de neige se sont détachées et sont tombées à 100 km à l'heure. Le poids et la vitesse de l'avalanche ont frappé Craig de plein fouet. Il a été emporté et transporté jusqu'à la base du couloir. À cause des parois étroites, la neige ne pouvait pas se disperser. Elle s'est entassée directement sur lui. Et il y a cette chose terrifiante qui se produit lorsqu'une avalanche s'arrête enfin au bas d'une pente. Lorsque la neige dévale la montagne, l'immense friction du mouvement la réchauffe juste assez pour la faire fondre légèrement. Mais à l'instant même où la neige s'arrête, ces débris mouillés et lourds se regèlent instantanément. Elle se transforme en glace solide, comme si on était enseveli dans du béton à prise rapide. Tu ne peux pas creuser, tu ne peux même pas bouger les doigts. Et si la neige se compacte fermement autour de ta poitrine, tu ne peux littéralement plus gonfler tes poumons pour respirer à nouveau. Craig était enterré à 3 mètres de profondeur. À cette profondeur, la pression sur sa poitrine équivalait à avoir 3 bus scolaires garés sur lui. Je te laisse faire le calcul. Les survivants, qui n'avaient pas été pris dans l'avalanche, ont saisi frénétiquement leurs pelles et leurs sondes d'avalanche et ont commencé à chercher. Ils ont réussi à sortir quelques personnes vivantes, mais lorsqu'ils ont finalement creusé jusqu'à Craig Kelly, il était trop tard. Pris au piège dans un moule gelé de son propre corps, dans l'obscurité totale, le plus grand snowboarder du monde est mort asphyxié. La mort de Craig a provoqué une onde de choc qui a complètement changé la culture du hors-piste à jamais. La catastrophe a forcé l'industrie du guidage à réduire drastiquement la taille des groupes, à promouvoir de façon agressive l'utilisation des sacs à dos airbag anti-avalanche, ces sacs spéciaux équipés d'une poignée qui, lorsqu'on la tire, déploie un énorme ballon permettant à son porteur de flotter au-dessus de la neige en mouvement au lieu d'être entraîné vers le bas et enseveli vivant en cas d'avalanche. Et surtout, l'industrie du guidage essaie désormais de créer une culture où chaque membre d'un groupe est activement encouragé à s'exprimer et à arrêter l'ascension si quelque chose lui semble anormal. Craig Kelly est mort en faisant confiance à un homme au parcours sans faute sur une pente qu'il n'avait jamais questionnée. Mais ce dont personne n'a parlé après, ni publiquement, ni pendant des années, c'est que Craig n'était pas le seul à avoir senti que quelque chose n'allait pas ce matin-là. Quelqu'un d'autre l'a ressenti aussi. Ce que ce silence a coûté et ce qu'il a fallu pour enfin le briser est une histoire qui a mis 11 ans à être racontée. J'ai réalisé une vidéo complète sur l'histoire de Craig Kelly. Mais parfois, parler ne change rien, parce qu'il arrive que l'on fasse tout parfaitement, mais que l'on meure à cause d'une erreur fatale commise par un parfait inconnu. Une erreur qui n'a rien à voir avec nous. C'est ce qui s'est passé le 29 janvier 2023. Kyle Smaine, âgé de 31 ans, terminait un voyage de rêve dans le hors-piste japonais.
Kyle n'était pas un amateur. C'était un champion du monde américain de ski acrobatique et de snowboard, un homme qui avait passé toute sa vie à étudier la montagne et savait exactement comment s'y déplacer en toute sécurité. Fin janvier 2023, Kyle se trouvait à Nagano, au Japon, pour un voyage promotionnel de 10 jours avec son ami et collègue skieur professionnel Adamu et le photographe Grant Gunderson. Le 29 janvier, la séance photo officielle était terminée. Gunderson était épuisé et a décidé d'arrêter pour la journée, mais Kyle et Adam n'étaient là pas prêts à s'arrêter. Vous voyez, le ski hors piste fonctionne différemment d'une station de ski classique. Il n'y a pas de remontée mécanique. Vous montez la montagne à pied, vous redescendez à ski, et si vous voulez refaire une descente, vous remontez à pied. Chaque montée et descente, c'est ce que les skieurs appellent un tour. Grant en avait déjà fait un avec eux, et c'était suffisant pour lui. Kyle et Adam ont décidé d'en faire un de plus. Pas de caméra, pas de travail, juste 2 amis, une belle montagne et de la neige que Kyle lui-même avait qualifiée ce matin-là de neige d'une qualité incroyable. Peux-tu imaginer une décision plus banale pour un après-midi ? Alors tous les deux ont mis leur peau de phoque et ont commencé à remonter la pente est du mont Hakuba no Rikura. Au sommet, ils ont croisé un groupe de skieurs autrichiens qui étaient montés sur la même montagne. Ils ont échangé un hochement de tête comme les skieurs en montagne, puis Kyle et Adam sont descendus les premiers. Ils ont descendu leur ligne comme au tour précédent. Propre, contrôlé et jusqu'au fond du bassin plat au bas de la pente. Si tu n'as jamais fait de ski hors piste, imagine ce bassin comme un bol. Plusieurs pentes venant de différentes directions descendent toutes vers la même zone plate en bas, comme des rivières qui se jettent dans un lac. Cette zone plate, c'est là où tu t'arrêtes, reprends ton souffle et remets ton équipement en mode randonnée pour la prochaine montée. C'est la fin naturelle de chaque descente. Tellement naturelle qu'un groupe japonais avait déjà utilisé ce lieu pour s'entraîner à la sécurité face aux avalanches lors d'un précédent tour. Personne n'a hésité à s'arrêter là. Kyle et Adam ont atteint le fond du bassin et ont commencé à remettre leur équipement en mode randonnée. Ils avaient terminé, la descente était finie. Ils souriaient sûrement en pensant à la qualité de la neige. Pendant qu'ils remettaient leur équipement en mode randonnée, le deuxième skieur autrichien s'était lancé au-dessus d'eux sur une pente légèrement différente, un peu sur le côté, qui menait également vers le même bassin. Le skieur autrichien ne faisait rien de mal. Après tout, il était sur sa propre pente. Mais voici quelque chose que la plupart des gens ignorent à propos de la neige instable. Lorsque le manteau neigeux sur une montagne est fragile, l'ensemble forme en fait une immense plaque connectée reposant sur la pente. Imaginez cela comme une nappe posée sur une table. Si vous appuyez sur un coin, toute la nappe bouge. Ainsi, lorsque le skieur autrichien a appuyé sur son coin, son poids s'est propagé à travers cette plaque de neige connectée, a trouvé le point le plus faible, qui se trouvait être la pente juste au-dessus du bassin où Kyle et Adam se tenaient, et l'a fait s'effondrer. En bas, Kyle et Adam ont entendu le craquement assourdissant. Ils ont levé les yeux et ont vu des millions de livres de neige s'effondrer d'un seul coup, dévalant la montagne comme une vague géante directement vers eux. Ils se sont retournés et ont essayé de fuir, mais on ne peut pas échapper à une force de la nature. Et c'est un fait terrifiant à propos des grandes avalanches que la plupart des gens ignorent. Bien avant que la neige ne vous atteigne, l'avalanche pousse devant elle un mur de vent d'une force d'ouragan appelé un souffle d'avalanche. L'explosion d'air a frappé Kyle avec une violence explosive si immense qu'il a été projeté physiquement à 50 mètres dans les airs avant même que l'avalanche ne l'engloutisse. Son ami Adam a été enseveli sous 1,50 m de neige. Par un véritable miracle, 25 minutes plus tard, un groupe de 2 guides de montagne canadiens qui se trouvaient par hasard dans la région avec un groupe de médecins et d'infirmiers urgentistes ont aperçu les débris, sorti leurs pelles et dégagé Adam qui était totalement indemne. Mais Kyle était encore enseveli quelque part dans ce bassin. Les mêmes médecins ont tenté de le réanimer dès qu'ils l'ont trouvé. C'était trop tard. Lui et l'inconnu qui avait déclenché la coulée ont tous deux perdu la vie sur cette pente. Mais l'inconnu était aussi un skieur apprécié. Il s'appelait Christoph Schöfeger. Lui aussi avait perdu la vie, simplement en faisant quelque chose qu'il avait toujours fait depuis son enfance. En Amérique, les enfants apprennent à faire du vélo, tandis qu'en Autriche, ils apprennent à skier. L'histoire de Kyle et Christoph est un rappel glaçant qu'une avalanche est un phénomène totalement imprévisible. On ne peut pas la prévoir. Et ce qui fait peur, c'est que parfois, on peut en être la cause. Mais que se passe-t-il
lorsque la montagne sur laquelle on meurt n'est pas un immense sommet isolé en Asie, mais une petite pente banale dans son propre jardin. Et que se passe-t-il quand on est un homme qui a survécu à bien, bien pire? Cela nous amène à l'histoire étrange et profondément ironique de Jamie Pierre. Le 25 janvier 2006, à la station de ski Grand Targhee dans le Wyoming, un homme nommé Jamie Pierre a sauté d'une falaise de 77 mètres à ski. C'est à peu près la hauteur d'un immeuble de 25 étages, tout droit vers le bas. Il a atterri dans la zone prévue, a creusé un cratère si profond dans la neige qu'il a complètement disparu, et il s'en est sorti avec seulement une lèvre fendue. Cela a établi le record du monde de saut de falaise. Dans les années qui ont suivi, Pierre est devenu l'un des skieurs de haute montagne les plus connus au monde. Il était un habitué des plus grands films de ski de l'industrie, et son nom était associé à des sauts que d'autres skieurs professionnels regardaient en vidéo, admirant silencieusement. Il était également célèbre pour être à l'aise sans casque. Sa logique, expliquée à plusieurs reprises en interview, était totalement cohérente pour lui. Si mon corps passe instantanément de la vitesse terminale à 0, un casque ne va pas m'aider beaucoup. Quand on a survécu à une falaise de 78 mètres à ski, ce genre de raisonnement est difficile à contredire. Alors, 6 ans après le saut record, le 13 novembre 2011, Pierre et un ami sont montés à la station de ski Snowbird dans l'Utah. La station n'était pas encore ouverte, mais cela ne les a pas arrêtés. Ils n'ont pas non plus vérifié le bulletin d'avalanche avant de partir, qui ce matin-là indiquait un risque d'avalanche de marqué à fort sur toute la chaîne de Wasatch. Honnêtement, je doute que cela les aurait arrêtés. À la station, Jamie et un ami ont décidé de monter dans le cirque péruvien juste pour prendre l'air et faire quelques descentes matinales. C'était le terrain de Jamie. Il avait descendu ces pentes d'innombrables fois. Comme c'était début novembre, le manteau neigeux était incroyablement mince. La plupart des observateurs occasionnels regardant la montagne ce jour-là auraient supposé qu'il n'y avait tout simplement pas assez de neige pour provoquer une avalanche mortelle. De plus, Jamie ne portait même pas ses skis habituels. Il avait décidé de faire du snowboard ce jour-là, juste pour s'amuser. Petit détour, chaque mois, il y a une histoire qui n'est jamais publiée sur YouTube. Elle est là si tu la veux. Patreon, lien ci-dessous. Alors, où en étions-nous? Sous le regard de son partenaire, Jamie s'est engagé sur une pente de 40 degrés. Quelques secondes après avoir commencé sa descente, la pente a déplacé une plaque friable de seulement 35 à 50 cm de neige de début de saison. Honnêtement, c'était relativement petit. C'est le genre de coulée dont les experts du freeride en haute montagne sortent habituellement sans même y penser. Mais la montagne l'a piégé. La neige en mouvement a emporté Jamie. Ses pieds ont quitté le sol et il a été entraîné sur environ 250 mètres le long de la pente raide. Comme la couche de neige était très mince, il ne glissait pas sur une base profonde et protectrice. Il a été traîné sans pitié à travers des rochers exposés et déchiquetés avant d'être emporté par-dessus une petite barre rocheuse. À l'arrivée des secours, Jamie n'était pas enseveli profondément sous la glace, contrairement à la plupart des victimes d'avalanches. Il n'était que partiellement recouvert, mais l'avalanche avait fait son travail en agissant comme un tapis roulant à grande vitesse sur une râpe à fromage. La mécanique d'une mince coulée en début de saison est incroyablement brutale. Dans une avalanche en plein hiver, un skieur peut être poussé vers le bas dans un profond coussin de neige molle avant que la coulée ne se stabilise. Mais en début de saison, il n'y a pas de coussin. L'énergie cinétique pure de la neige en mouvement a violemment projeté Jamie contre le granit solide avec une force irrésistible avant de le précipiter par-dessus le bord. L'homme qui avait miraculeusement survécu à une chute libre de 78 mètres avait été tué par un traumatisme contondant causé par une petite coulée apparemment inoffensive, juste chez lui. La mort de Jamie a déclenché un vaste débat dans la communauté du ski sur la banalisation du risque. C'est un regard tragique sur la façon dont même les meilleurs au monde peuvent de baisser leur garde en terrain familier. Quand tu regardes une montagne et penses « je l'ai déjà fait, ce n'est pas dangereux », c'est là qu'elle te prouve le contraire. Mais alors que Jamie a volontairement assumé le risque d'une montagne fermée et non surveillée, que se passe-t-il lorsque tu paies un professionnel pour assurer ta sécurité et qu'il te dit d'ignorer complètement le danger? Et parmi toutes les tragédies dont nous parlons aujourd'hui, celle-ci est peut-être la plus révoltante. Brian était un homme de 51 ans originaire de Bend, dans l'Oregon. Et je dois être très clair dès le départ. Brian n'était pas un touriste qui s'est aventuré hors des pistes, c'était un véritable expert.
Il avait plus de 40 ans d'expérience sur la neige en tant qu'ancien champion de ski alpin et il était un entraîneur de ski pour les jeunes très apprécié. Mais au-delà de son CV, Brian était un homme de famille. Il avait une fille de 11 ans qu'il adorait et une épouse depuis 13 ans nommée Heather. Et tragiquement, à peu près à cette époque, Heather venait d'être diagnostiquée d'un cancer du sein. Brian était son pilier. Alors, lorsqu'il est parti à la montagne en mars 2025, sa priorité, avant toute chose, était de rentrer chez lui auprès de sa famille. Brian a réservé un séjour de ski commercial en chenillette sur le mont Bailey, dans l'Oregon. Maintenant, quand vous payez des milliers de dollars pour une excursion guidée en hors-piste, vous payez pour la sécurité. Vous confiez entièrement votre vie à des professionnels qui sont censés connaître le terrain mieux que quiconque. Mais en coulisses, quelque chose de dangereux se passait. Pendant des années, la station du mont Bailey employait des guides locaux connaissant chaque recoin de la montagne. Mais récemment, ils étaient passés à un modèle de sous-traitance, faisant venir une entreprise extérieure basée en Californie pour organiser les excursions. En fait, un ancien guide local avait explicitement averti la direction à ce sujet. Il leur avait dit que les nouveaux guides californiens avaient peu ou pas d'expérience sur le mont Bailey et ne comprenaient pas ses dangers spécifiques et locaux. Il a été complètement ignoré. Passons maintenant au matin du 13 mars 2025. La météo était cauchemardesque. La montagne venait d'être frappée par une pluie verglaçante, de fortes chutes de neige et des vents violents. La recette parfaite pour un manteau neigeux incroyablement instable. Le bulletin officiel d'avalanche régionale ce matin-là avertissait de conditions élevées et extrêmement dangereuses. Si toi ou moi avions vu ce bulletin, nous serions probablement restés à l'intérieur. Mais apparemment, les guides ont fait l'impensable. Ils auraient dit aux clients payants d'ignorer complètement le bulletin officiel d'avalanche. Ils ont affirmé que les prévisions n'étaient pas pertinentes pour le mont Bailey et ont assuré à tout le monde qu'ils étaient dans les experts locaux qui veilleraient à leur sécurité. Faire confiance à un guide qui vous dit d'ignorer un avertissement météo flagrant est un pari terrifiant. Mais quand vous êtes debout dans la neige, face à quelqu'un en uniforme officiel, la psychologie humaine prend le dessus. Vous leur faites confiance. À 15h45, le groupe était épuisé. Ils faisait la queue pour l'une des dernières descentes de la journée, une section raide et très chargée appelée la North Wall de Mount Bailey. Il neigeait et la visibilité était mauvaise, mais le plan était simple. Les guides sont descendus les premiers pour tracer le chemin. Ensuite, les invités ont reçu pour consigne de descendre un par un, espacés exactement d'1 minute. Brian était le 5e invité à descendre. Il s'était lancé, naviguant dans la poudreuse profonde. Mais 1 minute plus tard, alors que le 6e invité descendait derrière lui, le poids des skieurs a finalement rompu la couche de neige surchargée. Une avalanche massive s'est déclenchée depuis le sommet. Elle a dévalé la pente raide à une vitesse folle et a pris Brian complètement par surprise. Il a été violemment emporté et entraîné sous la vague blanche écrasante. Lorsque l'avalanche s'est enfin arrêtée, la neige a immédiatement regelé en cette glace terrifiante, semblable à du béton. Brian était enseveli profondément, la tête la première, complètement incapable de bouger ou de respirer. Le reste du groupe s'est précipité désespérément dans le champ de débris avec leurs pelles. Il leur a fallu 10 minutes d'efforts acharnés et douloureux pour finalement le sortir de là. Et par un incroyable coup de chance, 2 des autres invités de ce voyage étaient infirmières. Elles ont immédiatement commencé les gestes de premier secours et de façon incroyable, Brian a montré des signes de vie lorsqu'ils l'ont sorti de la glace. Il se battait, mais c'est là que la négligence grave présumée devient presque insupportable. Les infirmières avaient de besoin d'un défibrillateur pour stabiliser son cœur, mais en se tournant vers les guides, elles ont compris la terrible vérité. Les guides étaient venus complètement impréparés. Ils n'avaient pas de défibrillateur externe automatisé dans leur trousse d'urgence. Sans le matériel médical approprié, ces 2 infirmières ne pouvaient faire que ce qu'elles pouvaient. Entouré des personnes payées pour assurer sa sécurité, Brian a suffoqué et est décédé là, sur la neige, laissant sa fille de 11 ans et sa femme mener leur combat seuls. Sa famille a ensuite intenté un procès pour décès injustifié de 14,5 millions de dollars, arguant qu'il s'agissait d'une négligence grave. À ce jour, l'affaire n'a pas été jugée et aucune accusation criminelle n'a été déposée. La famille de Brian attend toujours des réponses. La salle d'audience, un verdict, une forme de responsabilité.
Mais ils ne sont pas la seule famille obligée de se battre contre une immense entreprise de ski pour obtenir justice. Parce que lorsque vous partez skier loin dans l'arrière-pays, vous savez que vous prenez un risque énorme. Vous savez que la montagne est sauvage et que vous êtes à des kilomètres de la civilisation, donc là-bas, vous acceptez un certain niveau de risque. Mais si vous êtes dans une station de ski commerciale bien entretenue et surveillée, valant des milliards, vous supposez être en sécurité. Vous supposez que les pisteurs ont sécurisé les pistes, vérifié la neige et éliminé tous les dangers. C'est probablement ce que pensait Taft Conlin, âgé de 13 ans à la station de ski de Vail, le 22 janvier 2012. Il n'était pas un touriste ignorant venu de l'extérieur qui tentait sa chance sur une montagne qu'il ne connaissait pas. Taft était un habitant de Vail, dans le Colorado, né et élevé au cœur des montagnes rocheuses, et il connaissait bien les pistes de la vaste station de ski de Vail. Du moins pour un jeune local de 13 ans. D'après tout le monde, c'était un skieur incroyablement athlétique et très doué, élevé par des parents profondément ancrés dans la communauté locale. C'était le genre de gamin qui vivait pour les grosses tempêtes hivernales, celui qui se précipitait dehors avec ses amis pour dénicher la poudreuse la plus profonde et la plus fraîche dès que les remontées mécaniques commençaient à tourner. Et le 22 janvier 2012, Taft était dehors précisément pour ça. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la station de ski vivait ce que les skieurs appellent une journée de poudreuse épique. La station venait d'être frappée par une neige abondante et incessante, déposant des couches fraîches et épaisses sur toute la montagne. Taft et 2 de ses amis étaient repartis à la recherche de ces traces vierges et ils se sont dirigés directement vers une section de la montagne réputée pour sa pente raide et réservée aux experts, connue sous le nom de Prima Cornice. Dans les stations de ski commerciales, les zones dangereuses sont délimitées par des cordes et des barrières. Si une barrière est fermée, cela signifie que la patrouille de ski a déterminé que le risque d'avalanche est trop élevé et la franchir est illégale. Lorsque Taft et ses amis sont arrivés à l'entrée supérieure de Prima Cornice, la barrière était fermée. Il faut savoir que les pistes de montagne raides comme celle-ci sont très grandes et offrent souvent plusieurs accès possibles. Imaginez cela comme un couloir raide et incliné avec 2 portes, une tout en haut et une à mi-chemin. La porte du haut étant fermée, les garçons ont fait ce qu'ils pensaient devoir faire. Ils ont suivi les règles, ont continué à skier plus bas sur la montagne et sont arrivés à l'entrée inférieure de la même piste, et cette porte du bas était grande ouverte. Pour un enfant de 13 ans et honnêtement, pour presque n'importe quel skieur adulte sur la montagne, une porte ouverte est un feu vert. Cela signifie que la station vous dit d'y aller. Alors, Taft et ses amis sont passés par la porte ouverte. Une fois que les garçons ont franchi cette porte inférieure ouverte, ils se sont retrouvés au pied d'un immense mur de neige verticale de 40 degrés, mais au lieu de descendre à ski, ils ont mis leurs skis en travers et ont grimpé environ 36 mètres tout droit sur cette paroi abrupte. Ils étaient en train de remonter directement dans la section supérieure dangereuse de Prima Cornice, complètement inconscients qu'ils avançaient à pas chassés directement dans une couche de neige chargée et extrêmement instable. Taft s'est arrêté en plein milieu de cette pente raide étouffée de poudreuse. Il s'est blotti contre un grand épicéa accroché au flanc de la montagne pour reprendre son souffle et attendre ses amis. Alors qu'il se tenait là, la neige sous lui a complètement cédé. L'énorme plaque d'avalanche s'est fracturée dans un craquement assourdissant juste à l'endroit où se trouvait Taft, sur une largeur de 90 mètres, avec une cassure de 45 cm, et a dévalé la pente sur 120 mètres. Des millions de livres de neige lourde et mouillée sont descendus dans la pente raide, emportant Taft avec elle, ainsi que la coulée. L'a violemment traînée à travers un groupe dense d'arbres. Quand la neige s'est enfin déposée et s'est figée, Taft était enseveli, la poitrine comprimée, totalement incapable de respirer. Taft n'était pas seul dans le chaos. Ses 2 amis ont également été pris dans la coulée d'avalanche, mais miraculeusement, ils ont réussi à rester près de la surface de la vague de neige et à se dégager une fois qu'elle s'est arrêtée. Blessés et ensanglantés, les 2 garçons ont aussitôt cherché Taft à l'endroit où ils l'avaient vu pour la dernière fois. En constatant son absence, ils ont couru chercher de l'aide et expliquer la disparition de leur ami. La patrouille de ski est alors intervenue. Ils ont formé des lignes de sondage, enfonçant de longues tiges métalliques profondément dans la couche de neige, espérant désespérément toucher quelque chose de mou. Lorsqu'ils l'ont retrouvé et sorti, ils ont tenté une réanimation cardio-pulmonaire sur la neige, mais c'était déjà trop tard.
Un garçon de 13 ans vient de décéder à cause d'une avalanche massive, en plein milieu de l'une des stations de ski les plus sûres et les plus surveillées de la planète. La mort de Taft a déclenché une bataille juridique massive et acharnée entre ses parents endeuillés et Vail Resorts. Ses parents ont poursuivi le géant du ski pour mort injustifiée, réclamant plus de 700 000 $ tout en précisant que ce n'était pas qu'une question d'argent. Ils se battaient pour forcer un changement dans les normes de sécurité des stations. Ses parents défendaient un point qui semble relever du simple bon sens. Si la partie supérieure d'une pente raide est complètement instable et fermée en raison du danger d'avalanche, la porte inférieure de cette même pente ne devrait pas rester grande ouverte. Les avocats de la station, en revanche, ont soutenu qu'en montant à pied depuis la porte inférieure, Taft avait techniquement quitté la zone de sécurité et était retourné dans la zone fermée que la station avait clairement signalée comme dangereuse. En 2018, un jury a finalement donné raison à la station de ski, jugeant qu'elle n'était pas légalement responsable de sa mort. Les parents de Taft ont refusé de céder. Ils ont fait appel du verdict du jury, poursuivant le combat devant les juridictions supérieures pendant des années dans l'espoir désespéré d'inverser la décision. La bataille juridique est remontée toute la chaîne judiciaire jusqu'à la Cour suprême du Colorado. Mais en août 2021, la plus haute cour de l'État a officiellement refusé d'examiner l'appel. Ainsi, la décision initiale, qui exonérait Vail Resorts de toute responsabilité, a été maintenue. Que vous soyez d'accord avec les tribunaux ou avec les parents, la mort de Taft Conlin est un rappel terrifiant que la nature ne se soucie pas de l'emplacement des limites du domaine skiable. Elle ne se soucie pas que vous soyez à des kilomètres dans l'arrière-pays ou à seulement quelques centaines de mètres d'un stand de chocolat chaud. Quand la neige décide de bouger, absolument rien ne peut l'arrêter. Taft Conlin pensait qu'il faisait tout correctement. Il est resté dans le domaine skiable, est passé par une porte ouverte et a fait confiance à la sécurité de la station. Et cela lui a quand même coûté la vie. Maintenant, imaginez ce qui arrive à la personne qui ignore tous les avertissements, saute tous les contrôles de sécurité et fonce quand même droit sur la montagne la plus mortelle de la planète. Parce que cette personne existe. Et ce que l'Annapurna leur a fait va vous marquer. Regardez la prochaine vidéo